Je vous souhaite la bienvenue à ces portes ouvertes de la formation continue de l'Université de Genève qui se passe en ligne. C'est une première, nous allons vivre cette première tous ensemble. Aujourd'hui, enfin maintenant, présentement, vous êtes arrivés dans la salle d'exploration A, dans lequel se dérouleront un certain nombre d'explorations. Et nous allons commencer par l'exploration que nous propose Anna Hamilton, qui est la coordinatrice de la session Culture et Tourisme, sur le thème Plein Palais entre culture et créature. Visite virtuelle à 360 degrés. C'est parti. Alors, Merci Aïdoba. Alors, bonjour à tous. Lors de cette session d'exploration, je voudrais commencer par vous dire quelques mots sur la formation Culture et Tourisme. Alors, c'est une formation qui est ouverte à un large public, même si elle vise à former plutôt des guides culturels et touristiques de Genève. Elle a été créée dans sa version actuelle en 2016, mais à la demande de Genève Tourisme et l'Association des guides de Genève. Cette formation est interactive, elle se déroule en présence et en ligne, et en plus, il y a de nombreuses interventions sur le terrain, autant pour s'approprier la ville que pour créer soi-même des thèmes de visite. Alors, pour vous donner une idée, j'ai choisi de vous montrer virtuellement comment, à travers une visite guidée sur un thème choisi, on peut apporter un autre regard sur la ville, faire vivre une expérience qui amène le visiteur d'ici ou d'ailleurs à percevoir son environnement d'une autre manière. Alors, voilà, je vais vous retrouver dans quelques secondes sur le lieu de notre visite. Voilà, vous avez peut-être deviné, je vous souhaite la bienvenue donc à cette visite virtuelle à Plein Palais qui s'intitule Culture et Tourisme. Et vous l'avez peut-être deviné, nous sommes sur la plaine, ce losange rouge aménagé avec du gore du Beaujolais entre 2009 et 2014 lors des nouveaux aménagements de la plaine. Alors, on est ici au cœur du quartier avec cette vue panoramique sur les immeubles ainsi que sur le temple qu'on peut voir dans le coin ici sud-ouest. Et ces immeubles et ce temple, ils ont été construits dès le 19e siècle lorsque cette plaine a été commencé à s'urbaniser. Mais je reviens un petit peu en arrière, vous m'excuserez parce que c'est une vidéo très amateur. Alors, je reviens un petit peu en arrière pour vous dire deux mots quand même sur la plaine qui, à la base, était une zone marécageuse qui se trouvait donc dans le delta de l'Arve. L'Arve qui se trouve juste ici derrière l'antenne de la télévision. Et ce marécage a été peu à peu asséché. L'endroit est devenu soit un lieu de culture, c'est-à-dire de culture maraîchère, soit parfois un terrain vague, ou alors utilisé pour des exercices militaires, ou encore il est parfois aussi utilisé comme pour, peut-être, excusez-moi, je suis un peu perturbée par un son extérieur. Voilà, ici, ça a été utilisé aussi pour la fameuse célébration de l'exposition nationale en 1896, où on pouvait trouver sur la plaine des chalets suisses, des pavillons et autres villages exotiques. Aujourd'hui, cette plaine, elle n'est pas très habitée sur cette image, mais ponctuellement, on y trouve un cirque, des fêtes foraines ou alors un écran géant lorsqu'il y a un événement sportif. Mais peut-être ce qui l'anime le plus, c'est son marché, ces marchés qui ont lieu chacun leur tour dans ces allées entourées d'arbres. Et c'est le fameux marché aux puces de Plein Palais ainsi que le marché de produits frais qui sont peut-être les moments les plus conviviaux
et les lieux de rencontre de tout ce quartier. Et quand je parle de produits frais, je ne peux pas m'empêcher de vous parler quand même aussi de ce fameux cardon argenté de plein palais qui a été introduit par les réfugiés huguenots juste après la révocation de l'édit de Nantes au XVIIe siècle, donc 1685, et ils cultivaient justement ce cardon épineux devenu vraiment le repas de Noël pour les foyers genevois, le repas traditionnel, et se cultivait justement sur la plaine et a reçu un AOC en 2003. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce n'est pas la culture maraîchère, c'est plutôt une autre culture qui va nous amener à travers la plaine, c'est l'art dans l'espace urbain. Et on va partir en fait dans cette promenade que j'ai intitulée Entre culture et créature. On va partir d'une armoire électrique pour finir, j'aurais voulu dire sur la Lune, mais on sera en fait juste à côté. Donc, on va commencer à s'avancer en direction de cette avenue parce que cette plaine, elle est bordée d'avenues ici, l'avenue Henri Dunant. Et c'est cette avenue qui va inspirer celui qui a fait cette armoire qui s'appelle Michel Favre. Alors, on va s'approcher un petit peu de cette armoire. Et je vais essayer de vous la présenter un peu plus en détail. Si vous m'excuserez juste quelques instants, on va se remettre. Voilà. Alors, je vais faire un petit arrêt sur image parce que pour vous parler justement de Michel Favre qui s'inspire pour ces armoires électriques qui sont placées un petit peu partout dans la ville, il a décidé de les décorer pour parer à ce qu'il ne soit pas endommagé par la dépravation et décoré d'une manière qui ne permet pas aux employés d'avoir accès à ces armoires. Donc, il a décidé de s'inspirer de chaque lieu où se trouvent les armoires. Ici, évidemment, il s'est inspiré de l'avenue Henri Dunant. Et ça m'amène à vous raconter la petite histoire justement de Henri Dunant, qui est l'initiateur et membre fondateur de la Croix-Rouge. Alors, Henri Dunant, il avait été témoin au lendemain d'une bataille au nord de l'Italie où il s'est rendu pour affaires, d'une bataille. Et ses affaires furent vite oubliées parce qu'il a voulu rejoindre les villageois pour soigner les blessés dans l'église, qui est devenue un hôpital improvisé parmi d'autres, puisqu'on parle de 6 000 morts à cette bataille et de plus de 20 000 blessés. À son retour à Genève, comme il avait été extrêmement choqué par ce qu'il a vu, il a entrepris d'écrire un livre, un souvenir de Solferino, qu'il publiera et enverra à toutes les têtes couronnées, aux ministres, aux armées de l'Europe, voire des États-Unis. Et Michel Favre, pour nous toucher, en attendant par exemple de traverser le passage piéton qui se trouve juste à côté, eh bien, il nous propose de lire quelques extraits justement du livre d'Henri Dunant. Et vous pouvez en voir donc un ici, c'est dans ces nombreux hôpitaux de la Lombardie que l'on pouvait voir et apprendre à quel prix s'achète ce que les hommes appellent pompeusement la gloire et combien cette gloire se paye cher. Et en effet, on peut vraiment dire que la gloire se payait cher, en tout cas pour les soldats sur le terrain, puisque une fois qu'ils étaient blessés, bien, on ne tenait pas vraiment compte d'eux en tant que personnes, ils étaient des êtres oubliés. Comme exemple, j'aimerais citer le fait qu'on comptait 3 vétérinaires pour 1000 chevaux, alors qu'on comptait un médecin pour 1000 hommes. Et suite à cela, quand il a écrit son livre, vous voyez ici le portrait d'Henri Dunant, eh bien, c'était de créer un comité international de secours aux militaires blessés avec un espèce de concordat qui accorderait la neutralité
aux blessés et au personnel soignant. Son livre Un souvenir de Solferino, il a été écrit en 3 parties. Si on veut, d'abord, il décrit les glorieuses armées comme il était d'usage au XIXe siècle. Et puis ensuite, il décrit les horreurs du champ de bataille avant que dans la 3e partie, il va justement chercher à proposer des solutions à l'état de ces problèmes. Et donc là, il y a un deuxième extrait que je vous laisserai venir découvrir par vous-même quand vous êtes sur le terrain. Et je m'arrêterai juste sur cette dernière image pour dire que la solution a été trouvée parce qu'en résumé, après la bataille, il y a eu le livre d'Henri Dunant. Il y a eu ensuite la création du Comité international de secours aux blessés, donc aujourd'hui ce qui est devenu le CICR. Et puis ensuite, en 1863, il y a eu, en 1863, pardon, il y a eu la création justement de ce comité international par Henri Dunant et 4 autres Genevois, le général Dufour, Gustave Moignet, qui est un des architectes, on peut dire, de la Croix-Rouge, et 2 docteurs, le docteur Monnoir et Appia. Et l'année suivante, en 1864, eh bien, c'est déjà la signature de la première convention de Genève par 12 États. Et depuis, les conventions de Genève ont été mondialement ratifiées. Et c'est bien là le défi encore du CICR, c'est de les faire respecter. Et très brièvement, on voit que les chevaux, évidemment, ils étaient très importants aussi, d'où on comprend qu'il y avait besoin de vétérinaires, puisque c'est eux qui tiraient ici les ambulances, mais aussi toutes les munitions, les canons, etc. Et ici, vous voyez l'emblème de la Croix-Rouge et puis ici le brassard avec l'emblème. Alors l'emblème, c'est assez intéressant parce que lors de cette conférence internationale, on a décidé qu'il fallait bien un emblème pour la Croix-Rouge, mais on n'a pas du tout décidé qu'il fallait que ce soit justement cette croix telle qu'on la voit aujourd'hui. Ça, c'est écrit nulle part. On a décidé d'abord un brassard blanc, puis on a dit, ah ben, il faudrait peut-être mettre une croix dessus, mais on n'a pas, il n'y a nulle part où c'est écrit qu'elle prendrait l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Voilà, maintenant je vous propose de quitter les champs de bataille pour nous rendre vers un lieu un peu plus ludique, qui est une place de jeu qui a été créée par une artiste genevoise, Carmen Perrin. Carmen Perrin qui, peut-être vous avez déjà vu une de ses œuvres. Est-ce que quelqu'un connaît l'endroit où il y a une autre œuvre de Carmen Perrin? C'est à la gare Cornavin où la porte de l'entrée principale a aussi été créée par elle. Donc Carmen Perrin, elle a été mandatée par les architectes qui ont fait ce nouveau aménagement de la plaine et par la ville pour créer la place de jeu des plus petits, des plus jeunes. Et elle s'est inspirée en allant voir le skatepark qui se trouve un peu plus loin, comme on le verra, qui lui est un grand espace en béton. Et elle s'est dit, ah ben, je vais reprendre le même matériau. Donc ici, vous avez des dunes en béton blanc. C'est un aspect beaucoup plus doux, plus agréable, presque, je voudrais dire, plus accueillant en tout cas, pour justement ce public plus jeune. Et sur ces dunes, elle a placé des fossiles. On peut voir ici, on peut deviner une étoile de mer. Et puis, elle a aussi créé des cavités parce qu'il faut quand même que ce soit pas seulement des dunes, mais aussi un lieu d'aventure. Et dans ces cavités, parfois comme celle-ci, eh bien, il y a une petite fontaine qui va gicler de l'eau, qui va couler le long ici sur cette étoile de mer. Et puis ensuite, ça va mouiller le sable et puis laisser libre cours à l'imagination des châteaux de sable, de la création de châteaux de sable. Donc ici, de nouveau, voilà, ici, vous voyez les cavités. Et puis ça montre, si vous avez vu la porte à la gare Cornavin, on voit que Carmen Perrin aime beaucoup tout ce qui est sphérique et les cercles. Je vais prendre un petit peu de recul ici. Vous pouvez voir un autre fossile de poisson et un autre là. Et puis, voilà, on peut voir de loin, ouais, un petit peu de moi aussi.
euh, cette, cette place de jeu, ces dunes au milieu de ce sable un peu beige. Et ça nous amène vers une autre œuvre très symbolique, puisque c'est une œuvre qui a été créée par un sculpteur qui s'appelle Ghezzi, qui est d'origine italienne, mais qui travaille depuis les années 70 à Genève. Et lui, il a créé cette statue qui s'appelle Liberté. Et on voit que bien qu'il ait utilisé un matériau assez lourd, puisque c'est du bronze, et puis que c'est assez angulaire, eh bien, il a réussi à lui donner une grande légèreté. C'est comme une danseuse qui lève ses bras vers le ciel, vers la liberté. Et je trouve que symboliquement, c'est assez sympa qu'elle ait été placée ici, puisque en juin 2019, c'est depuis Plein Palais qu'est partie la marche de la grève des femmes, aussi symbole de la liberté. Ou alors, on peut aussi se demander si cette statue n'essaye pas d'échapper justement à la prochaine statue qu'on va rencontrer, qui est la terrible créature du docteur Frankenstein. Et là, on va rentrer, excusez-moi, on va rentrer dans un monde plus ténébreux avec cette créature qui est issue de l'œuvre du roman épistolaire de la jeune Mary Shelley, qui est venue ici en 1816 lors d'un été épouvantable, orageux, pluvieux et terrible, où elle a séjourné avec ses amis dans un village en dehors de Genève qui s'appelle Colonie. Et c'est là que Mary Shelley va avoir l'idée de créer l'histoire du docteur Frankenstein, qui est un médecin genevois, fasciné par la science, qui va créer avec des parties de cadavres humains une créature monstrueuse. Mais très vite, il va être, quand elle prend vie, sa créature, il va être horrifié, il va l'abandonner. Et la pauvre créature, j'allais presque dire, eh bien, elle est laissée livrée à elle-même, mais comme elle est dotée d'intelligence, elle va apprendre à lire, elle va essayer de prendre contact avec le monde qui l'environne, son environnement et avec les personnes, mais les gens soit ont peur d'elle, soit ils se moquent d'elle. Donc, finalement, elle va se sentir rejetée et va vouloir se venger de son créateur. Et la première vengeance qui va être, ça va être de tuer le jeune frère du docteur Frankenstein, William, qui se promenait ici en famille sur la plaine de Plein Palais. Alors, prenez garde la prochaine fois que vous vous promenez. Mais j'aimerais maintenant donner aussi, alors le docteur Frankenstein a été averti par son père, il était en Allemagne, il revient sur les lieux où s'est passé ce terrible crime et il va s'asseoir sur un banc et là je vais lui donner la parole pour vous dire qu'est-ce qu'il a vu. Il a dit, j'aperçus dans la pénombre une silhouette qui surgissait de derrière un bosquet d'arbres, non loin de l'endroit où je me trouvais. Je m'immobilisais, le regard intense. Il n'y avait pas d'erreur possible. Un éclair vint l'illuminer, révélant clairement ses traits, sa stature gigantesque. Là, je voulais. Sa stature gigantesque et la difformité de son corps, plus hideux que tout ce qui existait dans la nature, me révélèrent instantanément que c'était bien le misérable, le répugnant démon auquel j'avais donné la vie. Donc, ici, c'est une collectivité d'artistes qui s'appelle CLAT, qui a recréé, enfin qui s'est inspirée de la créature de Frankenstein. Ils l'ont appelé Frankie. Et puis, si on regarde bien, on peut voir qu'ils l'ont un petit peu mis au goût du jour puisqu'ils lui ont mis un vieux jeans, enfin, peut-être pas si vieux, mais un jeans déchiré comme c'est la tendance maintenant. Et puis, on lui a aussi mis une jaquette qui est avec un capuchon, avec une capuche, un capuchon, donc aussi un genre de hoodie, aussi très tendance aujourd'hui.
Et puis, on peut aussi observer que même s'ils ont choisi une matière un peu classique, le bronze, pour la création de leur œuvre, eh bien, ils l'ont rendu plus accessible que si ils l'avaient placé sur un socle. Là, la créature, elle est directement sur le sol, donc elle est proche de nous. Elle est accessible, on peut aller vers elle, on peut lui prendre la main, on peut en avoir peur, on peut l'aimer. Enfin, elle est vraiment proche de nous si on cherche à la rejoindre. Mais nous, on va la laisser partir puisque après ce que le docteur Frankenstein l'ait vu, eh bien la créature, elle va s'en aller en direction du Salève, puis à Chamonix où ils vont se retrouver. Et c'est finalement dans le Haut-Pôle Nord que le docteur Frankenstein va raconter son histoire au capitaine Walton. Et c'est grâce à lui qu'on connaît toute cette histoire de Frankenstein, et bien sûr grâce au roman de Mary Shelley. Maintenant, on va partir vers une autre histoire assez terrible, mais réelle cette fois-ci, puisque on va aller se mettre devant ce petit cube ici. Et vous avez peut-être deviné ce que c'est. C'est effectivement un code QR. Et ce code QR, c'est un hommage. C'est un hommage à un horloger qui a vécu en 1707. C'était un ami de Pierre Facio qui se battait pour, qui s'est opposé au pouvoir de l'oligarchie du gouvernement genevois de l'époque, et puis qui était un grand défenseur de la bourgeoisie et donc en lutte contre le patriciat, et qui proposait plusieurs réformes politiques. Et ce Nicolas Lemaître, horloger de confession protestante, eh bien, il soutenait les idées de Pierre Facio, et il a été pour cela accusé de complot et même contre le gouvernement. Et même s'il a clamé son innocence jusqu'à la fin, eh bien, il a été pendu ici après avoir été emprisonné et torturé. Et ce que l'artiste Vincent Dubois a voulu dire ici, c'est que Pierre Facio, bien qu'il ait été fusillé quelques semaines après cette pendaison, eh bien lui, on lui a donné le nom d'une rue que vous pouvez voir dans le quartier de Rives, alors que l'horloger, lui, il a été complètement oublié par l'histoire. Et comme le QR code, qui lui, selon l'artiste, va aussi un jour être oublié, et puis on va devoir un petit peu essayer de comprendre à quoi ça servait, tels les égyptologues avec les hiéroglyphes. Et si on va près de la sculpture, je vous inviterai à le faire, eh bien, vous pouvez scanner ce QR code et vous en saurez beaucoup plus sur cet horloger Nicolas Lemaître. Mais nous, on va se diriger vers le dernier point, qui est cette sphère, la Lune, qui a été créée par un artiste des Grisons. Elle a été offerte par cette banque privée que vous voyez ici derrière, la banque Mirabeau, lors de son bicentenaire, qu'il a offert au Fonds d'art contemporain de la ville et du canton de Genève. Et cette sphère, eh bien, elle représente la Lune. Elle est en acier inoxydé, très très poli. Et ça a été fait à la main par l'atelier chinois de cet artiste qui s'appelle Note Vital. Et chaque petit cratère est fait à la main et ensuite soudé sur la sphère. Et chaque petit cratère, c'est la reproduction d'une modélisation de la NASA. Donc, vous avez vraiment devant vous la Lune, la vraie, qui est posée ici et vous montre ce qui l'entoure un petit peu, comme un panorama d'ailleurs, qui se trouvait ici, non loin, justement, au 19e siècle. On pouvait voir non pas ce qui l'entourait, mais la bataille de Morat. Voilà, je vous remercie. J'espère que malgré les bruits alentours, vous avez passé un bon petit moment de découverte. Alors, c'était simplement une visite sur un thème qui
en principe se passe sur le terrain et qui dure environ 2 heures. Et le thème, c'est justement dans le quartier de Plainpalais de montrer l'art que souvent nous ne voyons pas. Il y a aussi une partie de la visite qui se consacre à Néon Parallax, qui sont ces œuvres placées sur le toit des bâtiments. Et puis, c'est simplement voilà, une présentation d'un regard sur Genève qu'on a eu avec cette petite visite virtuelle. Merci infiniment pour l'approfondissement de cette visite. Merci, Madame. Au quartier de... Le moment est venu de clore cette présentation. Je lis dans le chat toute une série de personnes qui remercient et qui, comme moi, ont découvert des aspects de la plaine de Plainpalais que nous ne connaissions pas, malgré le fait que nous la traversons extrêmement souvent. Donc, merci beaucoup, Anna. Je rappelle que Anna est maintenant, enfin, disons, dans quelques minutes, le temps qu'elle marche, entre guillemets, jusqu'à son stand, elle sera disponible sur son stand. Je vais mettre ici dans le chat le lien pour son stand. Voilà. Je vous encourage à aller lui poser vos questions directement si vous avez besoin de plus d'informations sur le programme. Et puis, nous allons dans 10 minutes recevoir la prochaine personne pour l'exploration qui sera Calliope Benetos.